C'est international, soyez les bienvenus, nous sommes sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de Radio France Internationale, une émission que nous réalisons en liaison avec le quotidien français Le Monde. Aujourd'hui, nous avons placé nos caméras en Suisse, dans la capitale fédérale de la Suisse, nous sommes à Berne. Merci de nous accueillir. Alain Berset, vous êtes donc conseiller fédéral, vous êtes ministre suisse de la culture, des affaires sociales, de la santé. On a beaucoup de questions à vous poser sur la Suisse parce qu'on a l'impression que ce pays est à l'écart, au fond, d'une actualité chaude. On pourrait parler de ce qui se passe actuellement en Irak, en Syrie, en Ukraine, parler d'Ebola, mais on a le sentiment d'un pays où il se passe peu de choses. Et nous avons pourtant, avec Sophie Malibaud de RFI, beaucoup de questions à vous poser. Peut-être avant cela, gros plan sur la réalité et un peu sur la légende de la Confédération helvétique et de ses 26 cantons. Un pays à la quiétude légendaire, à l'image de ses lacs. La Suisse a pourtant vu passer quelques tempêtes, car on ne le sait pas toujours. La Confédération helvétique est l'un des plus vieux pays du monde. Sa création date de 1291 ou 91 à l'époque. La Suisse englobait 3 cantons alémaniques microscopiques. Cet embryon de confédération va se développer autour de Lucerne et de Berne, l'actuelle capitale, et rapidement s'imposer comme un État plurilingue. Au fil des siècles, la Suisse profite des conflits entre voisins européens dans la région pour s'agrandir discrètement et s'impose à peu près dans ses frontières actuelles comme un État fédéral en 1848. Aujourd'hui, cette confédération helvétique est composée de 26 cantons, principalement de culture et de langue germanique, francophone, italienne et romanche, sur un territoire d'un peu plus de 40 000 km² seulement, soit 16 fois moins que la France. Mais en Suisse, le peuple est souverain. Tous les 4 ans, 5 millions d'électeurs sont invités à voter pour renouveler le Parlement, dont les 200 membres du Conseil national et les 46 membres du Conseil des États, qui représentent donc les 26 cantons. Et ce sont les représentants de ce Parlement à 2 chambres, proches du modèle américain, qui élisent ensuite au nom du peuple le gouvernement suisse, le pouvoir exécutif, les 7 membres du Conseil fédéral, dont le président de la Confédération. Une coalition issue des 4 grands partis. Les Suisses ont aussi la possibilité de voter au minimum 4 fois par an pour débattre d'un sujet de société ou d'une réforme. Ce sont les fameuses votations populaires ou référendums qui permettent aujourd'hui au peuple helvétique de décider pleinement de son destin à tout moment. Une démocratie directe que les Suisses ne veulent perdre à aucun prix, encore moins pour l'Europe, trop bureaucratique, pas assez proche des citoyens à leurs yeux. La Confédération helvétique refuse toujours d'adhérer à l'Union européenne. C'est le petit trou noir dans l'Europe. En somme, la Confédération suisse s'est construite grâce aux Européens, mais sans eux. À l'inverse, je le disais, on a beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la fin d'un mythe, le secret bancaire, dans peu de temps. Tout d'abord, par rapport à ce court reportage, cette présentation, la question de l'appartenance de la Suisse à l'Europe se réglée, ça ne se fera jamais ? Ça s'est déjà fait. Vous avez vu la carte, on est au cœur du continent européen. Oui, vous ne faites pas partie des institutions européennes. Géographiquement placé en plein milieu. Ouais. Et avec beaucoup de contacts avec les pays qui nous entourent et avec l'ensemble de l'Union européenne, il ne faut pas nier cette réalité-là. Si vous pensez à la première communauté de France en dehors de France, elle est où ? En Suisse. C'est la Suisse qui a la plus importante communauté française hors de France. Ça montre bien que nos liens, nos relations sont très importantes. On a essayé, bien sûr, avec beaucoup de succès, je crois, ces 20 dernières années, de stabiliser ces relations, de les clarifier avec les accords bilatéraux. Aujourd'hui, mais être le 29e État, vous dites non ? Cette question, elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte. On a voté une fois sur ce sujet, suite à une initiative populaire. Ça a été rejeté, c'était en 2001. Aujourd'hui, c'est clairement pas d'actualité. Mais enfin, je crois qu'on ne peut pas nier cette réalité simplement géographique, économique, sociale, qui nous place au cœur du continent européen. Alors peut-être, avant d'attaquer avec Sophie Malibaud les thèmes d'actualité, qui a le pouvoir dans ce pays ? Je vous appelle Monsieur le Ministre, mais en fait, c'est le peuple qui décide, et vous entérinez ce qu'il a décidé ? C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Sans doute. Non, heureusement d'ailleurs. Non, mais c'est un fin équilibre. Je crois que comme dans tous les pays qui nous entourent, d'ailleurs, nous avons des institutions démocratiquement élues. Il y a un Parlement qui fait le travail, avec un gouvernement qui gouverne. C'est son rôle, que nous appelons ici Conseil fédéral. Bon, mais alors la différence peut-être, c'est qu'après, une fois que ce processus est terminé, une fois qu'une loi, par exemple, est adoptée, il existe chez nous la possibilité d'un référendum, à savoir, les citoyennes, les citoyens peuvent demander à se prononcer sur chaque projet de loi qui a été adopté. Et s'ils disent oui, il entre en vigueur, peut être appliqué. S'ils disent non,
tout disparaît. Le projet est simplement enterré. Et donc, un référendum peut en contredire un autre. C'est-à-dire qu'ils ont voté non à l'adhésion à l'Europe, vous le disiez, en 2001. Il pourrait donc... la question pourrait s'inverser. Oui, alors c'est un des grands enjeux, c'est d'avoir, dans ce cadre-là, dans ce cadre institutionnel qui est très fin, dans lequel le peuple est fortement impliqué, c'est d'avoir naturellement une cohérence dans le développement de notre État à l'intérieur, mais aussi dans les relations avec les pays qui nous entourent. Généralement, ces signaux qui sont envoyés nous permettent de définir une ligne, mais il ne faut pas se cacher. Un gouvernement qui gouverne a aussi comme rôle de montrer le chemin, de dire voilà ce qui nous paraît aujourd'hui être dans l'intérêt du pays, et voilà pour quelles raisons nous devons aller dans cette direction. Après, il y a un débat public. En général, naturellement, nous souhaitons toujours que le gouvernement l'emporte aussi devant le peuple. C'est mieux. Vous savez que c'est un modèle qui inspire beaucoup de monde. Joschka Fischer, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, qui salue ce modèle en disant l'Europe doit s'en inspirer. Et puis jusqu'à Marine Le Pen qui dit c'est bien de donner la parole au peuple. C'est pas un peu embarrassant d'être le modèle de trop de monde ? Bon, on ne doit pas se laisser instrumentaliser. Ça, je vois bien naturellement qu'il existe un certain risque que le modèle soit valorisé dans le débat public intérieur dans d'autres pays et qu'il serve aussi des éléments de débat intérieur. On ne doit pas se laisser instrumentaliser. Donc de la part de Marine Le Pen, vous estimez que c'est une instrumentalisation de votre système ? Moi, je ne crois pas beaucoup au lien ou dans le fond aux comparaisons qui puissent exister entre le Front National français et le fonctionnement de la Suisse. Alors je veux dire, chaque fois, ça me fait un peu sursauter. On rappelle que vous-même, vous êtes socialiste, mais membre d'un gouvernement, on pourrait dire de grande coalition avec 5 formations politiques. Exactement. Gouvernement de grande coalition, 5 formations politiques. C'est d'ailleurs le système qui nous permet, sans cela, nous aurions certainement beaucoup plus de difficultés à aller ensuite devant le peuple avec des projets qui soient suffisamment équilibrés pour recueillir une majorité. C'est comme la question de Sophie. Oui, Sophie ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi un parti populiste qui pose des questions, des thèmes, des thématiques sur l'immigration, sur la construction des minarets, par exemple, et que ce sont des thèmes qui séduisent le Front National en France. Ce sont les rapprochements ou les partis anti-européens à travers l'Europe. Oui, alors là, ce n'est pas le référendum, c'est le droit d'initiative. C'est le fait que des citoyennes, des citoyens peuvent demander, seuls, sans que personne n'ait rien fait pour cela, une modification de la Constitution et donc créer un débat. Et c'est vrai que nous avons eu ces dernières années un certain nombre d'initiatives, je dirais un peu symboliques, qui ont voulu porter symbole, qui ont voulu donner un signal. Et ça, je crois que c'est une évolution à laquelle on doit être attentif. Ce n'est pas une très bonne chose lorsqu'on utilise la démocratie directe pour donner des signaux. La démocratie directe, ce n'est pas une démocratie de sondage, ce sont des décisions qui après prévalent. Et c'est vrai qu'on a eu quelques décisions les dernières années, ma foi, qui ont modifié la Constitution, cela dit sans que ça a eu beaucoup de conséquences. Il n'y a pas de crainte de dérive vers le populisme ? Il y a toujours, naturellement, c'est pas une crainte ou un risque, c'est dans le fond une évolution du débat. Et il y a toujours eu dans notre pays aussi des phases, dans le fond, plus critiques, plus enflammées, plus passionnelles, parfois avec un certain populisme dans le débat. Et il y a des vagues, si je peux le dire comme ça. Il y a des moments qui sont aussi plus délicats que d'autres parce que les gens ressentent une insécurité ou dans le fond veulent donner un signal qu'ils aimeraient que quelque chose change. Et vous savez, quand on voit le monde aujourd'hui, il a quand même pas mal changé. La situation actuelle, la crise financière, la crise boursière, les insécurités aussi pour la Suisse, la question de la migration. Nous avons en Suisse, dans notre pays, 23% d'étrangers. Naturellement, ça génère pas mal de questions et on le retrouve évidemment dans le débat public et aussi dans les votations populaires. On se souvient précisément d'une question ou d'un référendum qui a été donc posé contre l'immigration de masse. C'est le thème de cette question. Donc la Suisse a refusé cette immigration, ce qui vous vaut d'être d'une certaine façon un peu mis à l'écart sur certains éléments. Vous avez perdu les échanges avec Erasmus, un certain nombre de coproductions, bref, l'image d'une Suisse un peu repliée sur elle-même, anti-immigrée. Je ne crois pas qu'on puisse l'interpréter comme ça, vraiment pas. Si vous lisez le texte demande quoi ? Dans le fond, il demande que nous ayons une maîtrise un peu plus forte de la question migratoire dans notre pays. Ne demande pas qu'on supprime l'immigration. Nous sommes trop conscients de l'importance aussi de ces échanges de personnes, des échanges économiques pour notre propre pays. Vous savez, la Suisse, la production intérieure suisse, dans le fond, est exportée à quasiment un tiers. Sans cela, il n'y a pas de succès économique pour la Suisse, sans cette ouverture. Et donc la migration, dans ce cadre-là, est aussi évidemment très importante. Maintenant, le signal, c'est de dire, attention, on souhaite que ce soit maîtrisé, parce que, naturellement, avec la migration, on a une pression sur les infrastructures, sur le logement, sur le coût du logement, sur les conditions de travail, et le peuple, je crois, a envoyé clairement un signal pour dire nous souhaitons une meilleure maîtrise de ces éléments-là. Maintenant, vous vous retrouvez dans la position aujourd'hui de justifier finalement les résultats de ce référendum, alors qu'en amont du référendum, vous n'y étiez pas forcément très favorable. Il y avait quand même beaucoup des arguments économiques qui montraient que cette immigration finalement avait valu des points de croissance à la Suisse, par exemple, qu'en matière d'emploi aussi, des emplois étaient remplis qui étaient nécessaires, dont la Suisse a besoin.
Mais il faut être clair, le gouvernement était totalement opposé à cette initiative, l'a dit, le Parlement était totalement opposé à cette initiative, il l'a dit, et il a expliqué aussi pourquoi. Parce que précisément, cette migration et cette immigration, elle doit être accompagnée. Elle doit bien sûr être accompagnée de mesures dans le domaine du logement, des infrastructures, du marché du travail. Mais cette immigration, c'est un des facteurs essentiels du succès de la Suisse et dans le fond de cette société très ouverte que nous avons. Maintenant, nous étions opposés à l'initiative, mais enfin, il y a eu un vote, le résultat est tombé. Écoutez, il est là. Et nous faisons avec. On ne change pas le peuple, hein, donc par définition, c'est lui qui a eu raison. Mais heureusement qu'on ne change pas le peuple. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on met en œuvre cette initiative avec le signal clair qu'elle a envoyé sur la question de migration, et comment est-ce qu'on la met en œuvre, dans le fond, avec un accord à trouver notamment avec nos voisins et avec l'Union européenne. Nous n'avons pas voté en Suisse le 9 février sur la suppression des relations avec l'Union européenne. Oui, nous n'avons pas voté sur la suppression de la libre circulation des personnes avec l'Union européenne. Nous avons voté simplement sur un plan intérieur et pas extérieur, sur une meilleure, dans le fond, un meilleur accompagnement des difficultés qui sont liées à la migration. Le problème, c'est que du point de vue des Européens, les accords bilatéraux signés entre la Suisse et l'Union européenne, il y a cette clause dite clause de guillotine qui signifie que si vous vous rétractez sur le point de la circulation des personnes, à ce moment-là, les autres accords risquent vont tous tomber ou devoir être renégociés. Vous en êtes tous sur ce plan? Nous sommes très conscients de ça. Je dois vous dire une chose quand même. On a cette habitude en Suisse d'avoir des votations qui, des fois, posent de nouvelles questions, qui créent pour le gouvernement et pour le Parlement des vrais défis auxquels on n'avait pas forcément prévu de devoir répondre. Et nous savons aussi que pour répondre à ces défis, il faut un peu de temps. Nous sommes habitués à ça. Donc nous, ça ne nous choque pas. Ça ne pose pas de difficulté. Par contre, je vois bien qu'autour de nous, on se dit... Ça ne pose pas de difficulté autour de nous, on nous dit, mais vous avez pris une décision, est-ce qu'elle est définitive? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'accord bilatéraux? Non, ça n'est pas le cas. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons entrer en discussion avec l'Union européenne. Nous attendons que la nouvelle commission soit en place pour mener ces discussions, pour voir ce qui, sur le plan de la libre circulation, peut être discuté. Et ensuite, nous allons devoir, en Suisse, dans notre pays, mener un débat interne sur notre relation avec l'Union européenne, parce que c'est vrai qu'elle est questionnée par cette votation du 9 février, même si elle n'était pas au cœur de cette décision qui a été prise. Et donc, on doit s'attendre là à une discussion dans les 2 ou 3 prochaines années sur la mise en œuvre de l'initiative, dans laquelle nous souhaitons pouvoir trouver un accord qui permette de maintenir la libre circulation des personnes, mais en même temps répondre à cette votation du 9 février avec une meilleure prise en compte des questions qui ont été posées par rapport à la migration. Ça vous agace quand vous voyez que la Suisse est présentée, au fond, comme un pays riche, un peu égoïste, replié sur soi, fermé aux autres? C'est l'image qui a été donnée à cette occasion. Écoutez, l'image qui est donnée, je crois qu'elle ne correspond pas à la réalité pour ce qui est de refermer sur lui-même. Quand je vous dis que nous avons en Suisse une proportion de population étrangère de 23%. Oui, 23%. Quand je vous dis que nous avons un tiers de notre production intérieure qui est exportée. Quand je vous dis que nous avons en Suisse la première communauté française hors de France. Ça montre bien que nous avons un pays qui, au contraire, est très ouvert, avec un système qui nous est propre, et avec, c'est vrai, des défis qui se reposent régulièrement. Et là, nous avons, il faut le reconnaître, une haie assez élevée à passer. Vous savez, moi, j'ai fait de l'athlétisme, je connais aussi le 110 mètres haie. C'est des fois assez difficile de passer. Une haie à la fois. Elle n'est pas si simple à passer, mais on va le faire. Vous la passez. Parlons d'un secteur que vous connaissez bien, puisque vous êtes en charge de la santé, notamment. Est-ce que, dans le domaine de la santé, où beaucoup d'emplois été remplis par des étrangers, vous subissez déjà un impact dans ce secteur sur le fait que les étrangers ne sont plus les bienvenus en Suisse? Non, d'abord, on ne peut pas dire que les étrangers ne sont plus les bienvenus en Suisse. C'est la première chose. Alors, permettez-moi clairement de vous le redire ici. On ne peut pas du tout tirer cette conclusion de la votation du 9 février. Et la deuxième chose, c'est que rien n'a changé. Rien n'a changé. Nous avons simplement une nouvelle question qui s'est posée pour la mise en œuvre. Ça va prendre plusieurs années. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune différence. Et c'est très bien ainsi, parce que c'est vrai que dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, dans les homes, dans les maisons pour les personnes âgées, nous avons, il est vrai, une part de personnel étranger qui est aussi très élevée. Quand je vous dis que nous avons un quart de la population en Suisse qui est étrangère, eh bien c'est en principe un quart de population étrangère aussi dans tous les emplois. Et dans la santé, c'est vrai que c'est plus élevé, parce que nous avons eu dans ce domaine-là aussi une pénurie, et nous avons eu pas mal de gens qui sont venus pour travailler dans ce domaine-là. À propos de cette image, est inversée lorsque vous voyez que votre grand voisin, la France, donc a voté aux élections européennes et que la première formation qui en est sortie, c'est le Front National. Je rappelle que vous êtes donc, vous, un homme de gauche. Comment vous avez réagi? Je n'ai pas tellement pour habitude... je me doute bien, mais bon, de commenter l'actualité dans international, on peut se permettre. D'autres pays. Mais disons, je n'ai pas été extrêmement surpris
il s'agit d'élections qui ont lieu au système proportionnel. Oui. Et il s'agit d'élections, si j'ai bien compris le débat comme il se passe autour de nous, qui permettent précisément de donner des signaux qu'on ne va pas forcément donner quand il s'agit de politique intérieure. Et donc, je n'ai pas été plus surpris que cela, mais naturellement, je dois vous le dire, quand on voit, dans le fond, ce que ça génère comme débat aussi, bon, ce n'est pas tellement différent du débat que nous avons aussi partiellement chez nous. Nous devons être en mesure de mener ce débat, de le mener aussi sur les valeurs, de ce que représente peut-être pour la France, mais aussi pour la Suisse, l'ouverture vers l'international, de ce que représentent ces échanges et ces contacts avec d'autres pays. Pas seulement en Europe, il faut penser plus loin. On ne peut pas se fermer sur l'Union européenne, mais aussi plus loin. Et alors, vous qui êtes effectivement un socialiste, est-ce que sur votre gauche, vous avez vous aussi une frange de personnes comme il y a en France, à la gauche de la gauche, qui finalement s'opposent à la mise en vigueur de cette politique et le font savoir? Peut-être pour compléter la question de Sophie, est-ce qu'il y a une opposition en Suisse? Parce qu'on a l'impression que comme c'est la grande coalition, tout le monde est ensemble. Il n'y a pas d'opposition au sens d'une majorité qui gouverne, une opposition qui va dire non et qui va espérer gouverner dans la prochaine période. Nous n'avons pas cela. Nous avons depuis 1848, donc c'est quand même assez ancien, une continuité du gouvernement dans laquelle le gouvernement n'a jamais changé totalement depuis 1848. Il y a eu bien sûr des renouvellements, parce que tout le monde n'a pas vécu aussi longtemps, mais sans rupture depuis aussi longtemps que cela. Et c'est lié à notre système. C'est que dans le fond, à la fin, le peuple va toujours s'exprimer. Donc non, il n'y a pas de majorité d'opposition au sens strict, mais il y a bien sûr un spectre politique très large, qui est certainement aussi large que ce qu'on connaît dans d'autres pays ou en France. Maintenant, avec un gouvernement de coalition qui, naturellement, couvre un spectre qui va de gauche à droite. Et les sympathisants de gauche qui vous soutiennent n'ont pas tendance à donner de la voix quand vous êtes obligé de vous accommoder de politiques qui vont à l'inverse des valeurs de la gauche. Mais bien sûr, parfois ils soutiennent et parfois ils donnent de la voix, ils font pression et ils utilisent aussi pour cela, mais comme tous les milieux que nous avons en Suisse, la possibilité 4 fois par année de voter sur les projets pour faire passer des idées, parfois pour combattre le gouvernement, parfois pour le soutenir, et avec parfois le gouvernement qui l'emporte ou parfois le gouvernement qui perd une votation. Ça fait partie de notre système et c'est suffisamment régulier 4 fois par année pour que ça permette, dans le fond, de voir toujours dans quelle direction la population souhaite aller. Alors Alain Berset, merci pour ce gros plan sur le système politique institutionnel de la Suisse, que l'on comprend mieux. Je rappelle donc que vous êtes ministre et conseiller fédéral. Il y a un point qu'on va commencer à aborder, dont on parlera peut-être après le journal. Fin d'un élément très identifiant de la Suisse, un peu comme ses paysages, la neige, le couteau suisse, c'est le secret bancaire. Et ce secret bancaire, c'est fini dans très peu de temps. Est-ce que ça met en cause, est-ce que ça fragilise votre pays ? Non, je ne crois pas que ça le fragilise. On a une évolution qui se fait assez rapidement. Actuellement, c'est vrai. Vous parlez du secret bancaire notamment pour les clients étrangers qui sont affiliés auprès de banques suisses. Et nous avons toujours, dans ce domaine-là, dit ces dernières années, nous sommes prêts à faire là une vraie évolution. C'est vrai, nous attendons. Il faut plus de fair play sur le plan international. Échange automatique. Il faut plus de fair play sur le plan international. Nous sommes prêts à faire notre part. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui ? C'est que dans le fond, nous faisions les pas, que d'autres les fassent aussi, mais qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne les fassent pas. Alors, c'est qui, par exemple ? Soyons plus précis. Écoutez, on verra à la fin du processus. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la Suisse est prête à faire des pas, est prête à vraiment, de manière ouverte et constructive, sans agenda caché, travailler à plus de transparence dans ce système, mais alors ça doit valoir pour tous. Et vous pensez à qui ? Luxembourg, les deux paradis fiscaux ? Écoute, c'est en discussion. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous avons plutôt du côté de très grands États, naturellement, la réflexion sur le fait de savoir si on n'arrive pas à se garder encore quelques possibilités. Nous sommes très attentifs à ça. Vous ne voulez pas me dire le nom des États en question ? Écoutez, au milieu d'une négociation, on ne vous dit pas où est la difficulté. On mène la discussion et on verra à la fin. Simplement, nous sommes attentifs à cela. Et cette évolution, nous la faisons, nous sommes prêts à la faire. Et je crois qu'elle a aussi sa source probablement dans la crise financière et boursière des années 2007-2008. Mais alors, ça doit valoir pour tous. Il y a le risque que la City de Londres récupère les clients qui venaient avant déposer leur argent à Genève ? Est-ce que ce serait fair play ? Mais c'est ce que vous redoutez. Écoutez, en tout cas, je veux dire, si on veut faire un match de football, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Il faut que le poids du ballon soit d'accord au début et puis que la taille des buts soit identique des deux côtés, sinon ça ne marche pas. Alors écoutez, je vais me permettre de vous interrompre. Nous allons revenir sur ce secret bancaire, sur ce que ça entraîne à travers le monde. Tout d'abord, point d'actualité sur les antennes de RFI et sur celles de TV5.
Retour sur le plateau d'International, vous êtes sur les antennes de Radio France Internationale, de TV5 Monde, émission réalisée avec le quotidien français Le Monde. Nous recevons Alain Berset, conseiller fédéral suisse, membre du gouvernement. Vous êtes notamment en charge des portefeuilles de la santé, de la culture, des affaires sociales. On parlera d'ailleurs d'Ebola qu'on vient d'évoquer dans cette émission dans un moment. Avant la pause, nous parlions de la fin du secret fiscal. Il y a une image toujours un peu attachée comme ça, une sorte de complicité, de fraude fiscale. Est-ce que cet élément-là va changer? Est-ce que les dépositaires en Suisse ne pourront plus masquer, planquer des sommes? Je crois que, vous savez, nous avons d'abord, en termes de blanchiment d'argent, on a toujours le sentiment avec ça qu'on pourrait blanchir de l'argent, je sais pas quoi. Nous avons une des législations les plus modernes en termes de blanchiment d'argent depuis longtemps. Et il y a pas mal d'autres pays qui pourraient d'ailleurs en prendre de la graine, s'inspirer un peu de ce que nous avons fait là. Donc nous avons de ce point de vue-là probablement été parmi les premiers à mettre de l'ordre. Maintenant sur la question du secret bancaire et dans le fond de cette question qui occupe la scène internationale depuis quelques années, nous avions, c'est vrai, sur le plan national, mais c'est encore la possibilité pour un État, une législation qui était jugée dans le fond pas très conforme par d'autres. Oui. Mais bon, imaginez si vous avez en France ou dans un autre pays une législation où les voisins vous disent mais là on n'est pas très content, sur quoi le premier réflexe? Se dire écoutez, chacun s'occupe de chez soi, nous sommes un pays souverain. Ouais. Bon. Oui, sauf que ça avait un impact dans les pays environnants. C'est juste. Et à partir du moment où la discussion s'est engagée sur une base, où on a pu mener une discussion ouverte et se mettre d'accord sur un calendrier, se mettre d'accord sur des standards et sur une évolution, à partir de ce moment-là, nous avons été très ouverts à la discussion. Alors oui, il y a un changement. Évidemment, il y a un changement. Et d'ailleurs, nous avons pu constater depuis des années d'ailleurs que les banques en Suisse ont été très conscientes de cela. Vous savez, elles sont aussi poussées pour des raisons de marché. Une image négative n'est jamais très bon. Certaines sont condamnées. Et ce travail maintenant a été fait, il est en cours. Alors on va imaginer, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je suis un chanteur ou un sportif de grande réputation, je ne suis pas suisse. Je viens ici payer moins d'impôts? Écoutez, si les impôts en Suisse sont moins élevés que dans d'autres pays, vous n'allez quand même pas nous obliger à augmenter les impôts au niveau des pays qui nous entourent. C'est peut-être aussi lié... C'est un dumping fiscal, c'est immoral. Écoutez, non, parce que nous finançons par les impôts ce que nous avons besoin d'utiliser ensuite dans le pays. Vous savez, nous avons 8 millions d'habitants dans ce pays, tous payent des impôts. Et à la fin, avec ça, nous finançons les tâches de l'État, nous finançons le fonctionnement de l'école, nous finançons la construction des infrastructures. Et si nous avons globalement des impôts qui sont plus faibles que dans d'autres pays, il y a une question de gestion à se poser. Peut-être qu'il y a moins de services qui sont offerts, ou peut-être qu'ils sont offerts à meilleur coût. Peut-être que la question que vous posez est un peu différente. C'est celle de savoir s'il y a des conditions particulières qui peuvent être données pour des résidents étrangers. Eh bien, écoutez, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous, c'est que ça fait aussi l'objet de notre démocratie directe. Nous avons plusieurs cantons. Ce sont, dans le fond, chez nous, ces entités politiques, d'ailleurs. Elles ne sont pas des 26 cantons. Voilà, 26 cantons. Elles sont des entités politiques qui ont plusieurs cantons ont déjà aboli ces forfaits fiscaux. Dans d'autres cantons, des discussions sont en cours. Mais à la fin, c'est le peuple qui décide. Nous verrons bien comment ça se termine, mais enfin, il y a une discussion qui est largement engagée sur ces questions-là. Sophie Malibaud. Justement, l'irréversibilité de la levée du secret bancaire, est-ce que c'est gagné ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir là encore une initiative et de nouveau un vote, un référendum sur cette question et une opposition éventuelle à la levée du secret bancaire? C'est possible ? Je ne pense pas qu'il y ait de la moindre majorité pour cela aujourd'hui, clairement. Alors, je crois que le chemin que nous avons fait maintenant, qui est un chemin qui a été pris d'ailleurs en concertation avec d'autres États, avec des organisations internationales, notamment dans le cadre de l'OCDE, que dans ce cadre-là, un chemin a été défini, est aujourd'hui largement soutenu dans le pays. Nous avons évidemment toujours une question pour ce qui concerne le secret bancaire en Suisse pour les résidents suisses. Mais ça, c'est une question interne. C'est une autre question, mais ce débat, lui, n'est pas encore tranché. Vous pensez que les Suisses ont intégré l'idée de la levée du secret bancaire pour les étrangers ? On ne peut pas parler de levée du secret bancaire, on peut parler dans le fond plutôt donc nous avons complètement intégré le chemin qui va nous mener à l'échange d'informations. L'échange automatique des données fiscales. À l'échange d'informations lorsqu'il y a des soupçons fondés de fraude. Automatique. Il y a un procès qui a lieu en ce moment en Floride, un procès contre un des hauts responsables, le numéro 3 de la banque UBS, avec des témoignages saisissants de gens qui expliquent comment ils ont aidé des clients américains à échapper au fisc à hauteur de 20 milliards de dollars. Est-ce que cette affaire doit avoir des suites? Est-ce qu'on va s'en tenir au jugement aux États-Unis et ensuite pas de répercussions en Suisse contre cette banque, contre de plus hauts responsables éventuellement? Il y a longtemps que M. Weil n'est plus numéro 3 de la banque en question. Ça, c'est une chose. Et quand on voit ce procès, je crois qu'il montre très bien quelle était la réalité ou quelle a pu être la réalité dans certains cas particuliers avant 2007.
C'est dans le fond une sorte de film historique qui est en train de se dérouler là. Mais les conséquences ont déjà été... Non, c'est pas vieux, c'est vrai. Mais les conséquences ont déjà été tirées. Les conséquences ont déjà été tirées avant ce procès d'ailleurs, avec tout le chemin qui depuis 2007-2008, dans les années qui ont suivi, a été engagé, avec notamment cette réflexion aussi, avec d'autres, mais encore, pour autant que ça vaille pour tous, cette réflexion autour de l'échange automatique des informations. Mais pour l'instant, il y a des amendes, mais il n'y a pas de peine de prison, il n'y a pas de responsable en prison, il n'y a pas de... Bon, écoutez, je ne veux pas commenter la justice américaine. Alors là, que les Américains fassent leur travail. Je veux dire, il y a ce procès qui est en cours. Naturellement, nous observons ce qui se passe dans ce cadre-là, mais je n'ai pas beaucoup plus de commentaires à faire. Il y a eu, c'est clair, dans le passé, notamment avant 2007, toute une série de problèmes. Il y a eu des choses qui se sont passées qui ne sont pas correctes, qui n'auraient pas dû se passer, qui n'auraient pas dû se produire. Qui savait quoi? C'est une question que la justice doit trancher. Mais surtout, le plus important, c'est que sur le plan politique et sur le plan économique, nous ayons tiré les conséquences de cela, et je crois que vraiment on peut dire que ça a été fait, que c'est en cours. Alors Alain Berset, nous avons beaucoup parlé de ce secret bancaire, d'une règle du jeu qui va changer. On voyait dans le flash donc l'inquiétude mondiale sur Ebola. Donc Afrique de l'Ouest, on pourrait se dire, bon, en Suisse, est-ce qu'il y a une préoccupation, un regard? En fait, il se passe des choses importantes ici en matière de recherche. Je n'oublie pas que vous êtes ministre de la Santé. Oui, c'est un grand sujet aussi de préoccupation pour nous. Nous suivons la situation avec beaucoup d'attention. Je crois que ça concerne tous les États. En réalité, ça ne concerne pas que l'Afrique de l'Ouest. Ça nous concerne toutes et tous. Et nous avons à Genève, donc à quelques kilomètres d'ici, la coordination à l'Organisation mondiale de la santé de toute la réponse sanitaire à la crise Ebola aussi en Afrique de l'Ouest. Et nous soutenons évidemment l'OMS dans ces démarches. Nous avons à Genève d'autres grandes organisations qui sont fortement impliquées. On peut penser à la Croix-Rouge, on peut penser à Médecins sans frontières. Qui est né ici d'ailleurs. Qui est né ici effectivement. Et Médecins sans frontières qui est également à Genève. Et nous avons là une politique de soutien à ces organisations internationales pour qu'elles puissent faire leur travail le mieux possible. Ça signifie aussi être conscient que nous avons régulièrement des gens qui travaillent pour ces organisations, qui font le trajet, qui reviennent. Et nous devons être en mesure d'offrir aussi en Suisse, dans le fond, des capacités de retour pour les personnes et de suivi en termes sanitaires pour ces personnes-là. D'ailleurs, je ne veux pas oublier, puisque nous avons posé la question sur le secret fiscal, que vous êtes aussi un contributeur international en matière de développement et de solidarité internationale. Oui, c'est clair. La Suisse est très engagée aussi sur le terrain international. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre de la crise Ebola, renforcé fortement l'engagement de la Suisse dans ce cadre-là. Nous avons maintenant une discussion qui commence sur un soutien logistique également à une mission de l'ONU dans la région. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent avec, de notre part, je crois, un vrai sentiment de solidarité. Et dans le fond, nous sommes concernés par cette crise au premier titre également. On évoque l'envoi de militaires, de quelques 90 militaires suisses au Libéria précisément. Quid de la réponse en personnel soignant? Parce que c'est ça, il y a comme un décalage entre les réponses, les Américains aussi envoient des militaires, la réponse de la communauté internationale et les besoins en personnel soignant. Bon, il y a d'une part évidemment tous les éléments logistiques, et ils sont quand même extrêmement importants. Il ne faut pas le sous-estimer parce que nous voyons que dans les pays qui sont les plus touchés, il y a toute une logistique qui peut s'effondrer, qui peut disparaître et qui peut poser des grosses difficultés. Et ce débat chez nous commence maintenant. Un autre élément, c'est le soutien à des organisations qui connaissent le terrain, qui connaissent le travail. Là, nous renforçons notre soutien. Mais je crois que ce qu'il ne faut pas faire quand une crise intervient comme celle-là, c'est de créer de nouvelles structures, d'inventer des structures qui n'existaient pas auparavant pour essayer d'y répondre. Le soutien aux organisations existantes est crucial. C'est le cœur aussi de la réponse. Et c'est pour cette raison-là que la Suisse, mais que d'autres aussi, je pense, ont augmenté leur soutien à ces organisations. Et on a l'impression que les organisations... il y a une difficulté à mettre en première ligne des personnels soignants formés. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que les différents pays qui souhaitent aider dans cette région du monde forment d'urgence des bataillons de personnel soignants? Parce que si on crée des centres de santé et qu'il n'y a personne dedans, ça n'aidera pas beaucoup. Oui, mais sur place. Sur place. Je veux dire, il y a des systèmes de santé dans les pays qui sont concernés, c'est là qu'il faut offrir un soutien. C'est là qu'il faut véritablement offrir un soutien. Et on ne va pas le faire en créant de nouvelles structures, en inventant de nouveaux complexes pour savoir comment régler telle ou telle difficulté. Il faut soutenir celles et ceux qui connaissent le terrain, qui sont engagés sur le terrain depuis longtemps. Et on peut le faire notamment avec un soutien financier, on peut le faire avec un soutien logistique, on peut le faire, vous avez raison, en insistant sur la formation et la formation continue aussi du personnel qui est sur place, pour faire en sorte que dans les zones concernées, vous ayez un système sanitaire qui puisse répondre le mieux possible à cette crise.
crise. Voilà donc pour cette mobilisation, cette recherche qui s'effectue ici en Suisse. Peut-être à propos d'autres images, j'allais dire images d'Épinal, mais bon, nous sommes à Berne, dans la capitale fédérale ici. On parlait de la fin du secret bancaire, comme voilà, l'ADN qui est modifié. Il y a une autre chose que l'on dit, c'est la Suisse. Alors, il y a un truc qui est formidable, multilinguisme, mais hyper pacifique, tout le monde s'entend bien. On parle 4 langues officielles, des tas d'autres langues, ça se passe bien. Et puis il y a un terme nouveau qui est apparu, qui est un peu inquiétant ou péjoratif, belgisation. En d'autres termes, on retrouverait des tensions entre les communautés. On est en train, passez-moi la formule, un peu de s'engueuler, comme on peut le faire en Belgique, autour d'éléments qui sont pas seulement linguistiques, mais aussi de communautés culturelles, voire un peu nationalistes parfois. Est-ce que c'est ce qui se passe en Suisse? Non, ce qui se passe aujourd'hui, très concrètement, c'est une discussion sur l'enseignement des langues nationales à l'école primaire. C'est dans le fond l'école de base pour les enfants entre 7 et 12 ans. Et nous avons jusqu'ici toujours mis en évidence l'importance d'enseigner d'abord des langues nationales. C'est-à-dire que pour les petits francophones que nous avons dans le pays, c'est de commencer par apprendre l'allemand comme langue étrangère, ou alors l'italien, qui est aussi une langue nationale suisse. Mais pour les petits germanophones que nous avons, de commencer par le français. Ouais. Bon. Et cette question aujourd'hui, elle a pris de l'ampleur parce que, naturellement, on a tout le débat et la concurrence de l'anglais qui se pose dans ce cadre-là. Bon. Je crois qu'on va devoir mener cette discussion. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que vous avez une discussion qui concerne les cantons, donc ces régions politiques que nous avons dans le pays, mais qui concerne aussi la cohésion nationale. Mais on ne peut pas en déduire alors une mésentente entre les communautés linguistiques. Ce n'est pas ça. Nous avons au contraire une très bonne entente entre les communautés linguistiques. Nous avons au contraire aussi, si je vois ici à Berne ou au Parlement, une habitude de travailler en plusieurs langues. Et c'est une vraie réalité vécue dans notre pays. Mais c'est quelque chose qui se préserve. Ce n'est pas un équilibre qu'on atteint une fois pour toutes et il faut y être très sensible. Vous avez parlé de belgisation, bon, c'est pas très gentil pour la Belgique, donc je suis toujours prudent avec ces termes, mais je crois que dans le fond, les réalités institutionnelles de part et d'autre ne sont pas absolument comparables. Non, mais ce qui veut dire concrètement, c'est que peut-être la question se poserait dans la partie germanophone, de se dire pourquoi apprendre le français, autant apprendre l'anglais, ça aidera davantage nos mômes à se placer sur le marché de l'emploi international. Je crois que c'est faux. D'abord, le principal marché du travail pour les jeunes qui sont en formation aujourd'hui en Suisse, ce sera la Suisse. Ouais. Le principal marché du travail, ce sera la Suisse, puis ensuite l'international. Et les langues dont ils ont besoin pour travailler en Suisse sont les langues nationales. Et ça, c'est très intéressant. Les organisations économiques... Donc vous défendez le français, par exemple? Mais évidemment. Le français, comme première langue ou comme langue à apprendre à l'école élémentaire, primaire pour les petits germanophones, et puis l'allemand pour les francophones, et puis le français ou l'allemand pour les italophones. Bon, et ça, c'est très important parce que vous savez, nous avons un pays avec 3 communautés linguistiques. Nous vivons ensemble, en paix, très bien depuis longtemps. Mais cette compréhension, naturellement, elle doit toujours être soignée, parce que nous avons aussi affaire à des aires culturelles qui sont différentes. Depuis la Suisse romande, naturellement, c'est la francophonie. Et puis, tout près de nous, il y a Paris. Et puis, pour la partie germanophone du pays, évidemment, l'Allemagne, et les grands auteurs allemands, la politique culturelle allemande jouent évidemment un rôle dominant. Et puis, pour le Tessin, l'Italie, c'est tout le fond culturel et historique, c'est clair. Ouais, alors, dans quelques semaines, il y a le sommet de la francophonie qui va se tenir à Dakar. La question importante de savoir qui succédera donc au secrétaire général, Abdou Diouf, personnage, ancien chef d'État qu'on ne présente plus. Il y a un candidat suisse ou une candidate? Écoutez, il n'y a pas de candidat suisse vous nous le diriez, que je connaisse pour l'instant. Ce qu'il y a mais soutenu par la Suisse, je veux dire, soutenu par la Suisse. Je crois que le processus est ouvert. Ouais. Et il est ouvert, et c'est très bien ainsi, jusqu'à la dernière minute. Je crois qu'il faut, pour succéder au président Diouf, qui a été un très bon président pour la francophonie, j'ai encore eu l'occasion de le rencontrer lors de ma dernière visite à Paris, il faut une personnalité forte. La francophonie a besoin d'une voix forte pour succéder à Abdou Diouf. Justement, vous qui êtes... donc, mais vous ne dites donc qu'il n'y a pas... Pardon, pour l'instant, il n'y a pas de candidat qui serait soutenu officiellement par la Confédération. Alors, il y a des discussions, et puis c'est une décision qui se prendra au sommet. D'accord. Sophie Malibaud. Oui, un des acquis de Abdou Diouf, c'est d'avoir insufflé un caractère politique à cette organisation, des exigences de bonne gouvernance, tout un tas de thématiques dans cette optique-là. Vous qui êtes suisse, culture de la neutralité, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de la francophonie, de l'organisation de la francophonie, de s'impliquer politiquement de cette façon ? Je pense qu'il y a une très bonne voie qui a été choisie là, que c'est un développement très intéressant pour la francophonie. On a peut-être eu tendance dans le passé à considérer la francophonie comme une organisation internationale de seconde zone. Ça n'est pas le cas. La francophonie, il faut le dire clairement, est une organisation internationale de premier plan et doit le rester.
et doit se développer pour ça, elle doit évoluer. Elle ne peut pas simplement vivre sur des acquis et puis dire c'est bien, tout va bien comme ça. Non, c'est une organisation qui doit se développer, qui doit vivre, et la Suisse, naturellement, est très intéressée dans ce cadre-là à apporter aussi sa contribution. Et donc, vous pensez que la francophonie doit s'exprimer sur la façon dont se tiennent les scrutins ici et là, modification de la Constitution ou autres mesures Parce que certains de ces pays ne sont pas des modèles de gouvernance, vous le savez bien. Non, mais comment est-ce qu'on mène ce débat? D'abord, est-ce que ce débat sur la gouvernance doit être mené? Est-ce qu'entre amis, est-ce qu'entre francophones, quand on a le français en partage, quand on a aussi, pas seulement la langue, pas seulement le véhicule pour se parler, mais aussi toutes les références culturelles, les valeurs qui sont portées par la langue française, par le français et par la culture au sens large, française et francophone, est-ce que une fois qu'on a cela, on doit être en mesure aussi d'aborder des sujets plus difficiles? Mais la réponse est évidemment oui. Évidemment oui. Et c'est pour ça, vous savez, moi j'étais très impliqué déjà... Vous sortez de la neutralité. Qu'est-ce que vous appelez la neutralité? Mener le débat, mener la discussion avec l'ensemble des partenaires, naturellement, fait partie de notre rôle dans une organisation comme celle de la francophonie. Vous savez, j'étais déjà très impliqué comme parlementaire. Alors, dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie, j'ai suivi ces travaux pendant de longues années. J'ai fait partie de différentes commissions de la francophonie parlementaire. Et maintenant, je continue à suivre cela, évidemment, avec beaucoup d'intérêt comme ministre en Suisse. Mais en redisant une chose, ces valeurs, cette culture doivent avoir une voix forte. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est le cadre dans lequel cette voix forte peut s'exprimer. Puis ensuite, il faut que ce soit porté naturellement jusqu'à la présidence de l'organisation. Et donc, la francophonie peut critiquer un État qui ne respecte pas son opposition, éventuellement mettre à l'écart, comme ça s'est fait. Vous savez, nous sommes membres de l'ONU. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'ONU ne critique jamais personne? Oui, non. Nous sommes membres de l'ONU, nous sommes membres de la francophonie. La francophonie a aussi, si elle le souhaite, à l'issue d'un débat, la possibilité de prendre une position sur une situation. Donc ça fait partie, je crois, de ce qu'on attend d'une telle organisation. Alors vous savez, cette émission est diffusée par RFI et TV5 Monde dans le monde entier. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une diplomatie suisse, mondiale, internationale? Vous avez joué un rôle dans la diplomatie sur la crise ukrainienne, par exemple. Est-ce que vous êtes perçu comme un acteur diplomatique international, mondial? Je crois que la Suisse est un acteur important sur la scène internationale et nous avons actuellement, avec le président de la Confédération, Didier Burkhalter, qui est également le président en exercice de l'OSCE sur le plan international, nous avons une voix forte. Pour la sécurité et la coopération en Europe. Nous avons une voix forte sur le parquet international, mais dans le fond, pas une voix forte pour la Suisse. Dans ces activités-là, c'est une voix forte dans le fond, pour thématiser les problèmes, pour mettre des gens en même table, pour mener les discussions, pour chercher ensemble des solutions. Et si nous pouvons, dans ce cadre-là, parce que nous n'avons pas d'agenda caché, si nous pouvons, dans ce cadre-là, apporter une contribution pour résoudre des crises, pour améliorer une situation, pour que les gens se parlent, eh bien, si c'est la contribution de la Suisse, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux. Justement, aujourd'hui, par exemple, comment se positionne la Suisse vis-à-vis de la coalition qui s'est engagée en Iran, en Irak et en Syrie dans une campagne de frappe aérienne? Bon, nous avons toujours été clairs à ce sujet. Nous avons besoin, il y a besoin pour ce genre d'intervention, il est souhaitable pour ce genre d'intervention d'avoir des décisions, notamment de l'ONU. Nous n'avons pas en Suisse, et nous n'avons pas, et nous n'aurons pas, parce que alors là, ce serait contraire à la neutralité, d'engagement militaire à l'extérieur. Et ça n'est pas prévu. Par contre, nous avons des engagements pour des missions de maintien de la paix. Nous avons des engagements de ce type-là qui sont possibles et qui sont, je crois, aussi ce qu'on peut apporter, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, sans agenda caché. Nous suivons évidemment avec intérêt, aussi avec préoccupation, ce qui se passe dans toute la région. Pardon de vous interrompre, mais je crois que ça peut pas se résoudre uniquement sur le plan militaire. Vous avez en effet des concitoyens suisses qui actuellement font, comme on dit, le djihad. Ils ne sont pas très nombreux, mais vous faites partie des pays qui sont interpellés, préoccupés par ça. Est-ce que vous comprenez que des jeunes Suisses soient partis s'engager pour faire le djihad aux côtés de ce qu'on appelle Daesh ou l'État islamique? Est-ce que je le comprends? Non, ma question est mal formulée. comment réagissez-vous, pardon? Parce que je ne le comprends pas, évidemment. Ben non, bien sûr. Je veux dire, c'est difficile pour moi d'imaginer... Je veux dire par là, quelle explication donneriez-vous? Pardon, la question était imprécise. Je pense qu'une des explications, ou un des éléments sur lesquels on peut agir politiquement, parce que c'est ça la question. Vous savez, ce que j'en pense, à la limite, ça peut être intéressant, mais ça ne nous fait pas encore beaucoup bouger. Une des pistes, je pense, c'est toute la question sur l'intégration que nous avons ici, sur
la discussion aussi interreligieuse que nous pouvons avoir. Et c'est dans le fond toute une discussion sur les valeurs, sur le respect, sur, dans le fond, les conditions qui permettent à chacun de se développer dans la meilleure situation possible. Et je crois que ce qui s'est passé autour de la Syrie, de l'Irak et dans toute la région, c'est dans le fond une disparition de structures, une disparition ou un affaiblissement extrême des institutions. Et dans le fond, vous avez de nouveaux groupes qui remplissent ce vide. Ouais. Et quand les institutions disparaissent, c'est toujours un problème. Ne jamais oublier une chose, des institutions solides sont le meilleur garant des droits de la personnalité et des droits des citoyennes et des citoyens. Si je précise, la question que je vous posais il y a un instant, c'était pour m'étonner du fait que, par exemple, on dit dans certains pays comme la France, au fond, le terreau sociologique, ce sont des banlieues, des lieux un peu d'exclusion. Il n'y a pas ce type de situation en Suisse, et néanmoins, il y a des jeunes qui sont partis faire ce djihad. Oui, je pense qu'on en a beaucoup moins. Je ne pense pas que ce soit absolument comparable. Oui, bien sûr. Vous savez, on ne peut pas, de manière manichéenne comme ça, dire, bon, ben, ici, il y a des banlieues, ici, il n'y en a pas. La société est beaucoup plus complexe que cela. Donc, il y a aussi, naturellement, des situations chez nous dans lesquelles vous avez une perte de repères, dans lesquelles vous avez une certaine insécurité, une perte de repères qui peut conduire à trouver ou à penser qu'il y a là une solution qui, aussi sur le plan personnel, peut s'exprimer. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et il faut y apporter une réponse, je crois, en matière dans le fond d'intégration sociale. C'est probablement la meilleure réponse à apporter. Sophie Malibaud. Ce que vous sembliez dire tout à l'heure, c'est que du fait qu'il n'y ait pas de mandat de l'ONU, en fait, la Suisse désapprouve les frappes militaires en Syrie et en Irak. Quel serait alors le meilleur rempart contre l'organisation de l'État islamique qui progresse très rapidement sur le terrain ? Bon, je crois qu'on a affaire. Vous savez, d'abord, c'est pas absolument nouveau. C'est naturellement extrêmement choquant parce que nous avons, et c'est peut-être ça qui est nouveau dans le fond, c'est l'utilisation du poids des images, l'utilisation extrêmement efficace du poids des images pour choquer. Et imaginez la situation il y a une dizaine d'années, on avait d'autres organisations qui occupaient le terrain, les situations n'étaient pas forcément beaucoup meilleures qu'aujourd'hui, mais on n'avait pas cette même utilisation du poids des images. Je crois que ce qu'il nous faut, c'est donner des conditions pour reconstruire ou avoir des institutions qui soient capables de tenir dans ces régions et dans ces pays-là. La réponse institutionnelle doit être, je crois, au cœur de la réflexion, mais c'est vrai que nous ne sommes pas maintenant dans un moment où cette question se pose comme ça, je le vois bien. En matière d'évolution, notamment de société, il y a, dans des pays voisins, eu beaucoup de tensions, par exemple, en ce qui concerne le mariage pour tous. Vous avez vu des manifestations en France, ou le droit d'adoption et des choses de genre. La Suisse est plutôt en retrait. Alors, est-ce que c'est pour maintenir cette cohésion nationale, c'est une question trop difficile, ou bien est-ce que le problème est résolu chez vous ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire en disant que nous sommes en retrait. Je ne crois pas que nous sommes en retrait sur ces questions. Il n'y a pas de loi sur le mariage pour tous, le mariage, par exemple, homosexuel, ou la gestation pour autrui. Non, il y a une loi sur le partenariat enregistré. C'est vrai que nous avons choisi une voie très pragmatique. Nous avons essayé de sortir tout le débat des côtés les plus émotionnels pour nous concentrer sur les vrais problèmes à régler. Et les vrais problèmes à régler, c'est quoi ? C'est dans le fond, quel est le cadre juridique, légal, qui permet d'avoir une situation claire entre deux personnes qui vivent ensemble et qui sont de même sexe. Voilà. Le reste... Bon, après, le reste peut être important sur le plan symbolique, c'est clair, mais nous sommes restés concentrés sur cette question très pragmatique. Je me souviens bien de ça parce que ce débat a eu lieu il y a une dizaine d'années dans notre pays, et c'est un débat sur lequel, à la fin, il y a eu une votation de l'ensemble de la population. Donc nous avons dû nous mettre en mesure d'avoir un projet de loi sur le partenariat enregistré qui soit capable de recueillir l'adhésion d'une majorité de citoyennes et de citoyens, ce qui a été le cas. Vous semblez indiquer qu'il n'y ait pas réellement d'angoisse dans ce pays, d'angoisse de l'avenir, d'angoisse du développement, de l'économie, etc., que l'environnement est assez tranquille. Comment expliquer dans ces cas-là le réflexe de repli sur soi du dernier scrutin ? Si j'ai donné cette impression, elle est erronée. Je ne crois pas que nous vivions là, c'est peut-être un peu l'image que vous avez de l'extérieur, je ne sais pas, mais que nous vivions là, dans un pré verdoyant, avec quelques vaches, un beau paysage dans le fond, quelques lacs. Mais vous n'avez pas l'air très inquiet. Une jolie forêt. C'est plus compliqué que ça, évidemment. Et je crois que la Suisse a vécu, comme tous les pays qui nous entourent, une évolution très forte ces 20 dernières années. Cette évolution très forte, elle a commencé probablement avec la chute du mur de Berlin, avec, dans le fond, un monde moins simplement compréhensible que c'était le cas auparavant. Elle s'est poursuivie, moins manichéen, elle s'est poursuivie avec des réflexions autour de la crise financière et bancaire, avec le sauvetage des banques par l'État, avec l'insécurité sur le plan économique, avec, dans le fond, bien sûr, aussi cette situation parfois difficile qu'a pu connaître l'Union européenne qui nous entoure. Donc non, c'est pas si simple. Et cette insécurité,
elle se traduit aussi dans les urnes chez nous, elle se traduit aussi dans ces votes. Et cette insécurité est probablement une des causes qui a conduit, le 9 février dernier, à un oui de la population à cette initiative sur l'immigration de masse. Donc non, c'est pas si simple. Les signaux, par contre, sont clairs et à nous de les entendre et, dans les 2, 3, 4 prochaines années, d'apporter des réponses. Merci Alain Berset de nous avoir accueillis ici même dans la capitale fédérale. Donc nous sommes, je le rappelle, à Berne. Merci à la Société suisse de radio-télévision, la SSR, qui nous a permis de réaliser cette émission. Et puis, au-delà des images et des clichés, merci Monsieur le Ministre d'avoir répondu à nos questions et d'avoir peut-être modifié l'image trop simpliste que nous avions de la Suisse. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.